30 reviews en 30 jours. Yes, sir. Comment ça va, Alex? Vas-y, commence. Comment ça va, toi? Ça confine. Ça confine? Comme selon l'expression consacrée maintenant. Parce que. C'est ça, hein? On apprend à conjuguer le verbe confiner, là. C'est vrai qu'il n'était pas trop connu avant, et puis maintenant, on le sait, la suite logique, c'est tatouage, t-shirt, jour férié, etc. Ça va être... Et puis je te cache pas qu'on nous a parlé de 15 jours, mais... 60 reviews en 60 jours. C'est-à-dire que, sachez-le, nous on réfléchit déjà à ce qu'on va faire du 15 avril au 15 mai en confinement. Bien sûr, et on a vu d'ailleurs, vous avez envoyé déjà pas mal de messages, on a lu tout ce que vous avez noté. Oui, vous inquiétez pas, à partir de maintenant notamment, on va essayer d'y penser à vous donner un gros match à regarder par franchise, parce qu'on sait le commentaire avait été remis. On vous lit les loulous, vous inquiétez pas. Mais de cette saison ou n'importe quelle... de cette saison. de cette saison quand même, on s'enflamme pas, ouais. Non, après ceux qui veulent, ils peuvent aller fouiller dans les archives du NBA League Pass gratuit en ce moment. Il y a un tuto d'ailleurs sur le site de Trash Talk, allez le dévorer, il y a plein de choses pour s'occuper. Aujourd'hui, on va donc s'occuper des Hornets. Hier, tu nous as dit qu'on allait dans la franchise d'un autre numéro 23. Voilà, parce qu'on a déjà fait le 23 au début, on a fait les Cavs. C'est ça, après on a fait le 23 des Bulls. Voilà, c'est ça, maintenant on fait le 23, des Hornets. Des Hornets, c'est pas tout à fait le 23 qu'on a connu, mais bon. C'est pas sa meilleure utilisation. Non, ça c'est sûr. Si je peux me permettre, c'est pas son meilleur poste. Mais il y a plein de choses positives par contre à dire sur Charlotte, puisque ça a été une saison à la fois assez intéressante, intrigante, du positif, du négatif. Bref, ce sont les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de votre joueur quand il est confiné. Il n'y a pas de NBA, Trash Talk est avec vous, on a déjà fait plein, on continue. Et une review démarre forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Tout à fait, nous sommes sur une petite saison, ma foi, de 23 victoires pour 42 défaites, si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Caroline du Nord. Alors, comme pour la plupart des franchises, on commence en se disant déjà où on en était au niveau des projections de début de saison. On les voyait pas aussi beaux quand même. Oui, c'est clairement, il y a eu de la... franchement... surtout, j'ai envie de te dire, non, on les voyait pas aussi beaux, clairement, mais surtout, je voyais pas autant de hype. C'est-à-dire que... parce que, si tu veux, on les voyait pas aussi beaux, je veux dire, à regarder jouer les Hornets cette année, c'est quand même pas non plus... Moi, j'aime bien. Ouais. Ah ouais, parce que ça se bat, en fait. Ça se bat, ils ont perdu un nombre de matchs, mais en étant souvent jusqu'au bout dedans, et j'ai été assez impressionné, mais... Ça c'est vrai. Ça se bat, je peux pas leur enlever, ça se bat, ça s'applique, ça essaie de respecter les consignes. Mais offensivement, je les ai trouvés quand même... moi ils m'ont bien hypé, tu vois. Ah ouais. Mais bon, c'est le rythme de jeu de Borrego, etc. Ouais, mais je les ai trouvés un peu limités parfois, un peu... en même temps, ça eux seuls, en tout cas, j'ai été comme tout le monde, j'ai été hypé. On va parler de Devonte Graham, on va parler de PJ Washington dans cette review, évidemment. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, ça va, c'est bon. On va parler de Cody Martin et tout. On va parler de pas mal de joueurs comme ça qui sont assez intéressants, puis qui ont fait des saisons surprenantes. Mais faut pas qu'on oublie non plus que, tu vois, par exemple, un truc tout con au niveau stade, depuis le début des reviews, je le fais. 29e offensive rating les Hornets. Tu vois ce que je veux dire? Attention, tu vois, à un moment donné... tout à fait. Et la principale raison de ce 29e offensive rating, on va certainement en parler aussi, c'est mouvement de balle pas ouf, ok, mais surtout talent limité sur presque 3 postes sur 5 du 5 majeur. Non, mais c'est clairement les bases d'une reconstruction qu'on a vue où on s'est dit, tiens, qui peut sortir de là, quelle va être la star. On était là en train de se poser des questions sur Terry Rozier, savoir quel allait être son plafond, c'est clair. Il n'empêche que, en effet, les Hornets... la phrase, les Hornets sont devant les Bulls, les Knicks, les Hawks, les Cavs, etc. C'était pas, en tout cas, c'était clairement pas ce qu'on avait. Je disais juste ça par rapport à ce qu'on avait dit dans les 30 prévus en 30 jours. Tu les avais mis derniers, toi, avec 18 wins. Moi, je les avais mis derniers. Et moi, je les avais mis derniers avec 19 wins. Ouais. Par rapport aux projections, en tout cas, ça a été ils mieux. Sont au-dessus. Tout à fait. Ils sont au-dessus, et puis dans le jeu qui a été proposé, notamment, impossible de faire les 30 reviews en 30 jours sans parler de l'explosion de Devonte Graham, qui a été énorme dès le début de saison. On l'a vu prendre feu à 3 points, poser ses couilles sur la table combien de fois à Brooklyn contre... À la base, ça devait être un remplaçant un peu lambda.
En fait, le mec il est devenu titulaire, genre indiscutable de l'équipe. Et non, tout à fait. Et le nom le plus mentionné quand on parle des Hornets, Terry Rozier à step up, PJ Washington début très intéressant, les frères Cody et Caleb Martin super bien. Et au fur et à mesure, dans cette saison qui avance, après une première année un peu compliquée forcément pour James Borrego, des petits ajustements dans le sens notamment où on va clairement donner les responsabilités aux jeunes et on va demander aux vétérans de poser leur cul sur le siège. Ouais. Et ça, c'était vachement bien, je trouve. C'est clair. On a Non, pu c'est compter clair. sur lui. Et puis, quelques bonnes surprises. Là, tu viens de parler de Devonte Graham. Je veux dire, le rookie PJ Washington, quand même. Ah, bien sûr. Ouais. Non, mais il a fait une très très bonne saison rookie. Bonne tout surprise, à fait. oui, quand tu fais ton coup d'œil dans le rétro, bonne surprise. Bien sûr. Et même les quelques piges de Malik Monk, hashtag le match à Paris, impossible de faire le coup d'œil dans le rétro, sans parler de la venue des Hornets à Paname, où on les a vus. Pour moi, typiquement, le genre de match symbole un petit peu de leur saison, c'est-à-dire enthousiasme, capacité à kiffer sur le terrain, et puis au bout d'un moment, t'es trop limité, comme tu l'as dit, en talent, et donc tu t'inclines. C'est une défaite dans la colonne des résultats, mais par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui se souviennent de ce match en disant « Waouh, le Malik Monk game, quoi !» Les mecs, ils étaient chauds pendant 3/4 temps avant de lâcher, quoi. Et il nous a fait un match de malade, hein. De grands malades. Il y a des jeunes qui ont découvert la NBA à Paris avec Malik Monk et qui vont se dire Malik Monk à l'ancienne, tu t'en souviens, c'était quand même quelque chose. Hein. C'est ce genre de match, hein. Bien sûr. Bien sûr. Et il y avait eu d'autres matchs comme ça face aux Bucks, notamment sur la fin de saison où Milwaukee, pareil, était venu à Charlotte et où ça se bat. Bref, 23 victoires pour 42 défaites. Toi, ce que tu retiens le plus, ça a été cette hype, en tout cas, qui était beaucoup plus élevée que ce qu'on attendait. Oui, hype plus élevé, avènement de Devonte Graham, PJ Washington. J'ai bien aimé ce qu'a montré Rozier, en fait, au final, moi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, après, on va être obligé aussi, malheureusement, pour notre côté Cocorico, mais on est obligé de retenir aussi la saison quand même crado de Nico Batum. Bien sûr, ça a été cracra, impossible de s'imposer là-dedans. Combien de là-dedans. matchs il a joué, Nico, là? C'est pour ça, comme je disais, à partir du moment 25. À partir du moment où Borrego, en cours de saison, dit bon, il faut clairement jeter les jeunes dans le grand bain et qu'ils fassent leur pas, Nico va être en DNP, did not play, tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne va plus tout le voir, il va être en survette. Jusqu'à même s'exprimer sur le Charlotte Observer en disant notamment voilà désolé si je suis pas, il s'expliquait publiquement sur le fait que désolé s'il n'était pas à la hauteur des attentes ouais, et de son contrat aussi, c'est beaucoup ça qui lui est revenu dans la gueule, hein. Évidemment, donc la saison non, clairement Nico n'a pas du tout pu elle est dégueulasse sa saison, je veux dire, on va pas se mentir, on va pas commencer à chercher des circonstances atténuantes. Sa saison est dégueulasse. Les quelques matchs où il a joué, moi j'ai trouvé aucun impact, pas de réussite au tir pour le peu de tir qu'il prend en plus. Non, c'est trop tendu. Rien, non, bien sûr. Même défensivement, pas trouvé ouf. Non, c'est ça. C'est vraiment pas bon, quoi. Le seul élément sur lequel lui a mis notamment un peu l'accent dans cette situation-là, c'est d'avoir entre guillemets accepté d'être sur le banc et de justement soutenir les jeunes. Je pense que c'est le minimum syndical de la part de Nico, et il l'a fait. Donc en effet, les Hornets, quand on regarde le coup d'œil dans le rétro, par rapport aux projections, c'est un petit peu mieux. Et il y a un autre aspect qui peut être aussi potentiellement un petit peu mieux. On va passer à la section suivante, Alex ? Allez, le pognon. Exactement, on va regarder où est passé l'oseille. Mais où est passé l'oseille ? Le fric, la caillasse. Oui, le flouze. Le Grisby m'a soufflé un pote récemment. La moula. Je la connaissais pas, moi, tu vois, le Grisby m'a dit « Ah si, le Grisby, si. Ça veut dire le fric, tout ça. » Ok, très bien. Le pèse, les pépettes, tout ça, vous connaissez la section maintenant. Exactement, vos économies, vous les mettez de côté, vous allez peut-être les donner à Michael Jordan. On va parler des économies justement et des finances des Hornets dans cette section. On se pointe sur les dépenses faites et à faire et on dégage certaines tendances. Alex, qu'est-ce que tu as remarqué ? Et ensuite, je prolonge. Le boulot entamé par Mitch Kupchak, donc le nouveau GM depuis, c'est sa deuxième, une saison et demie, quoi. Avril 2018, je dirais le 9 avril 2018, il y a un dossier qui va tomber sur Trash Talk pour refaire toute la chronologie.
Donc il a fait 18-19. Il est en train de... Elle n'est pas finie la saison, hein, on espère qu'elle va reprendre, mais en gros, il sera en train de finir sa deuxième saison. Son travail de nettoyage c'est bien. va commencer à se voir à partir des books de salary cap de la saison prochaine. C'est-à-dire que là, dans les books cette année, tu as encore Bismack Biyombo, mais c'est sa dernière, il est agent libre. Je rappelle que Bismack Biyombo, il gagnait 17 millions cette saison. Voilà. C'est ça. T'as coupé Marvin Williams 14 millions, t'as coupé Michael Kidd-Gilchrist pour qu'il puisse aller faire de l'athlétisme tranquille, il gagnait quand même 12 millions, Michael Kidd-Gilchrist, faut bien pas sûr. Non plus l'oublier. T'as Nico. Et puis t'as Batum, bien sûr, on parlait de son rendement et tout, qui gagnait 25,5 cette année et qui va en gagner 27 la saison prochaine, il a une player option, je veux dire, il va la prendre, non, bien sûr. millions, Nico Batum, là, vu ce qu'il a montré depuis 3 saisons... Bien sûr. Et il n'aura jamais ça, je veux dire, même pas, bref. Allez. Ouais. Non, bref, c'est sûr. Voilà, il va les prendre, donc il va peser encore dans le cap la saison prochaine. Mais il y a des perspectives hyper intéressantes pour les Hornets après ça. Mais même avec la player option de Nico Batum qu'il lèverait, donc il prendrait la saison prochaine, étant donné qu'après tu as le contrat de Terry Rozier, qui était à presque 20 cette année, 19 la saison prochaine, 18 celle d'après. T'as le contrat de Cody Zeller qui te coûte encore 15,5 la saison prochaine. C'est un peu chéro par rapport à ce qu'il est réellement, mais bon, c'est comme ça. Il fait le travail. Après, ouais. Après, Malik Monk, PJ Washington, Michael Bridges, on va parler de tous ces gars, Dwayne Bacon, Devonte Graham, Cody Martin et... Comment il s'appelle l'autre Martin ? Caleb Martin. Ou même Jalen McDaniels. Tous ces mecs sont des contrats rookies. C'est ça. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les... Voilà, c'est ça. Ouais, et c'est donc, une très bonne nouvelle pour les Hornets. Tu les as pour plusieurs saisons. Tu n'as pas, à l'été prochain, à part Dwayne Bacon, tu n'as pas vraiment de gros choix tranchés à faire, puisque Malik Monk, PJ Washington, Michael Bridges, ça t'a encore un petit peu de temps. Ouais, faudra pas tarder à s'occuper de Devonte Graham, quand même. Bah, Devonte, il est encore... Putain, il est non garanti encore. Oui, non, mais de toute façon, Devonte, aujourd'hui, il gagne 1,5 million. Sa qualifying offer sur l'année 2021-22, là j'ai le tableau salaire sous les yeux, elle est à un peu plus de 2 millions seulement. Donc ça veut dire qu'à la fin de pendant la saison 2020-21, tu vas pouvoir, en fonction de s'il confirme ce qu'il a montré cette année, tu vas pouvoir lui proposer une extension. C'est ça, donc il faudra le fournir. Mais qui commencera qu'en 2021-22, quoi. Bien sûr, mais vu ce qu'il propose, c'est quand même, ça va être quand même hyper intéressant à voir, vu que la production de Devonte Graham est excellente. Il y avait un élément dont tu parlais là, ça a été notamment un des sujets de l'été dernier, et sur lequel on avait discuté un peu en apéro, c'était notamment le contrat de Terry Rozier, qui avait été... au moment de la signature, pointé pas mal du doigt parce qu'on disait 18 millions la saison pour Terry Rozier, 19 millions, n'importe quoi. Au final, moi par exemple, je demandais de laisser un petit peu de temps. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il n'y a pas grand chose à dire, ça va. Franchement, sa progression, elle a été éclipsée par la hype des Devonte Graham. Mais la saison de Terry Rozier, c'est bien. Je veux dire. Le mec shoot à presque 41% à 3 points Terry Rozier cette année. Bien sûr. Et il en prend 6,5 par match. Et en ayant eu, là, bien sûr, vas-y. Il y a les 4,5 rebonds, il y a les 4 passes d'ess, il y a un peu d'interception. Il n'est pas si dégueu que ça en défense, Terry Rozier. Dans le genre, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, ça se bat, ça met du hustle et tout. Les Hornets, je trouve que Terry Rozier, il va dans ce sens. Bien sûr. Et il y a tout à fait. Et il y a, on oublie souvent cet élément-là, mais... Quand tu es Terry Rozier et que tu signes à Charlotte pour ce contrat-là, tu te dis « Ouah, trop bien, je vais avoir toutes les responsabilités ». Il faut un certain type aussi de personnalité pour comprendre qu'au bout de 10 matchs, tu as Devonte Graham qui rentre dans ton 5 majeur, qui vient à tes côtés, qui joue, qui va prendre un peu de hype, mais t'en fais pas une caisse. C'est un coéquipier avec qui tu vas bien jouer. Et ça se met peut-être pas dans la ligne de stats, mais je trouve que c'est hyper intéressant de la part de Rozier dans l'attitude, ce qu'il a montré. Hormis leurs attributs physiques qui sont vraiment quasiment les mêmes, enfin, tu vois, genre... les petits pitbulls en sortie, c'est un peu le même genre, quoi, Graham et Rozier là-dessus. Sinon, en termes de jeu, je les trouve assez complémentaires, moi. Mais exactement, je trouve que c'est pareil, c'est un duo qui est assez intéressant à regarder se développer. Et donc, vu que là, on est dans les finances pures, Terry Rozier, le contrat... pas de problème. Il n'y a plus rien à dire, alors qu'en juillet, ça toussait très très fort. Devonte Graham, il faudra le prolonger. Et donc... Par rapport à ce que tu mentionnais en préambule sur les anciens, le seul potentiel regret que tu peux avoir,
c'est de ne pas avoir trouvé de partenaire de transfert pour des Marvin Williams et Michael Kidd-Gilchrist. Il faudra voir comment ça va se passer pour Nico, pour Bismack, enfin Bismack non, puisque là, ça Bismack, s'arrête. je veux dire, si la saison reprend, tu l'utilises un peu, puis après il est sans contrat, puis terminé. Oui, pardon, merci, c'est ça. au revoir. C'est ça. Mais, C'est mais Nico. Nico. C'est Nico où il faudrait essayer au moins de gratouiller peut-être quelque chose, un espèce de pic comme pour Cody Zeller, peut-être parce que, bon, comme tu l'as dit, ça ne pose pas de problème de devoir laisser les joueurs partir pour libérer ta banque. Mais si tu peux le faire en récupérant un petit contrat expirant et un pic de draft, c'est toujours bien. Bah en fait, le problème, c'est que ce sont des contrats expirants. Je comprends pas, excuse-moi, hein, je comprends pas où tu veux en venir. Il y a des équipes... là, malheureusement, je pense que c'est plus les Hornets qui vont devoir rajouter quelque chose au bout s'ils veulent se séparer de Nico Batum, non ? Tu peux avoir cette option-là. Tu peux avoir cette option-là. Et tu peux avoir aussi l'option où, en fait, un mec comme Nico Batum, vu ce qu'il a montré dans sa carrière en termes d'expérience, en termes de play-off joués, etc., s'il arrive à montrer qu'en fait, sur le terrain, il peut contribuer et qu'il y a une équipe contender qui veut ajouter ça à son effectif, crois-moi qu'il y a du pic dans la balance. Il y a du pic en échange de ça. Aucune équipe contender va prendre Batum à 27 millions. Je comprends pas ton... Pas à 27 millions en simple, c'est pas un pic de draft, Alex, contre un joueur. C'est simplement que si tu as des mecs dans ton effectif que tu peux renvoyer contre Batum. Donc tu vas devoir, toi, récupérer des joueurs en échange, quoi. Bien sûr, des potentiels, soit contrats expirants, soit autre chose. Mais ce que je veux dire par là, et des contrats expirants, mais qui s'accumulent pour atteindre le contrat de Nicolas Batum. Mais tu peux être... En tout cas, je trouve que le profil de Zeller et de Batum, ce sont pas des profils de joueurs, je trouve, qui sont pas intéressants pour des équipes bien placées. Tu demandes à des franchises NBA qui jouent au printemps si elles veulent ajouter Batum ou Zeller dans l'effectif, je pense qu'intrinsèquement ils les veulent, donc ils sont capables de se bouger pour. Maintenant il y a évidemment la question de salaire, mais à voir comment Kupchak va se débrouiller. Parce que je pense que tu peux. Moi j'y crois pas du tout, tu vois, c'est marrant. J'y crois pas du tout à ça. Je crois que malheureusement, soit il le coupe, soit il lui paye 27 millions la saison prochaine. Mais je pense pas qu'une équipe... ou alors on va leur demander de mettre des pics de draft avec. Et ça va être du contrat expirant contre contrat expirant. J'ai du mal à voir la porte de sortie en termes de trade. Bah, je pense que vu là ce que montre Kupchak, il sera capable à mon avis de récupérer un petit quelque chose. En tout cas, ça va être hyper intéressant. Si Kupchak il arrive à faire comme ça, là, hop, regarde-moi bien, boum, tac, tu prends Batum, clac, pouf, je prends ci, je prends ça et tout, qu'il arrive à faire un tour de magie, tant mieux pour les Hornets. Tant mieux pour les Hornets. Après, ça va, il reste plus qu'une seule saison maintenant, hein, donc le plus dur est fait, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Comme je le disais, il y a vraiment de la flex pour les années à venir. Maintenant, le truc, et on va y venir, j'imagine, là je vais te faire une petite transition qui va bien, tout ça, c'est que c'est bien joli tout ça, mais pour que ça joue bien, donc on va regarder le tactico-technique, mais je pense qu'on va en arriver à un constat simple, quoi. Il est où le talent, en fait, bien sûr. Évidemment, on va parler maintenant de technique, et puis après on pourra se développer là-dessus. Je suis bien d'accord. Donc on va parler maintenant, Alex, t'es chaud ? Allez, on y va. On va parler tout de suite du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H, comme expert. Tout à fait, ou comme Willy Hernan Gomez. Ou aussi. Comme Hornets. Eh oui, comme Hornets, bien évidemment. Le point tactico-technique, c'est simple. On regarde ce qui s'est passé sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant ? Tout ci, tout ça. On est avec James Borrego sur la plaquette. Qu'est-ce qui nous a intéressé cette saison ? On en a un peu parlé dans le rétro. Hein, le côté Borrego qui, très vite, poussé par les événements sur le terrain, et aussi parce qu'il a pas eu peur de le faire lui-même, hein, bim, il s'est dit « Ok, je mets deux espèces de combo guard sur mes postes 1-2, un peu petits, deux petits pitbulls, avec des profils quand même un peu shooter à 3 points, même si je pense que Rozier est un peu plus agressif naturellement vers le cercle, et que Devonte Graham, par contre, je pense a peut-être de meilleures aptitudes à prendre feu au tir. Bien sûr. En tout cas, Borrego, il n'a pas hésité. Il a dit, ok, 2 combos guard, Devonte Graham, Terry Rozier, j'en fais mon backcourt titulaire. Moi, j'ai été assez séduit par la saison de Borrego au global. Hein. C'est pas mal. C'est pas le pire. Hein. Tout à fait. Déjà, c'est pas le pire. Comme tu l'as dit là, on a souvent parlé de l'émergence de Devonte Graham, mais c'est un ajustement en début de saison. C'est-à-dire que comme on l'a dit et tu l'as dit, c'est un 6e homme à la base. Il y a des coachs aussi qui voient des talents et qui les gardent en sortie de banc. Bon, bah là, il a vraiment responsabilisé Devonte Graham dans le 5 majeur. On a vu des responsabilités pour PJ Washington, l'inclusion des rookies, comme on l'a dit. Miles Bridges. Tout à fait. Ce point un petit peu sur les vétérans
on le voit avec plein de coachs qui galèrent avec ça parce qu'il y a souvent les salaires ou l'ancienneté qui prend le dessus, d'avoir la poigne pour dire écoute Nico, écoute Marvin, écoute Michael, venez me voir dans le bureau, il faut que vous laissiez votre temps de jeu, c'est la marque d'un bon coach aussi. Ouais, tout à fait, c'est la marque d'un coach qui en tout cas veut prendre la main sur une équipe et qui a un projet, donc ça déjà c'est bien. Ça, c'est bien, parce que quand tu es une équipe qui se reconstruit, tu as besoin que ton management fasse le taf, nettoie et tout, donc ça on en a parlé et tout, mais tu as aussi besoin d'un coach avec un projet. Bien c'est sûr. pas le cas de toutes les franchises. Hein. Là on vient de se taper, combien on en a fait déjà 6 ou 7 reviews avant celle-ci. Tout le monde n'a pas un coach avec un projet hein, dans les mecs qu'on a passés avant. Hein. Là, je préfère être clair. Donc ça je suis d'accord avec toi, c'est vachement bien. Après, là où Borrego a pas pu, moi à mon avis, il a pas pu faire tout ce qu'il voulait, c'est parce que moi je trouve ça super cool Devonte Graham, Terry Rozier, avec du Malik Monk derrière et tout, pourquoi pas, tu vois, genre ça fonctionne pas trop mal. Franchement son front de courte est quand même extrêmement limité, quoi. C'est un des plus faibles de toute la NBA, ouais, clairement. Bien sûr. C'est le plus faible, quoi. Qui a un front de courte plus faible que ça, quoi? Je suis d'accord. C'est qui c'est titulaire aujourd'hui sur le front de courte? Tu vas foutre du Miles Bridges, du PJ Washington et Cody Zeller. Putain. Non, c'est violent. Mais de toute façon, la question, je sais plus dans quelle review on l'avait posée, mais je crois qu'il n'y a personne. Je crois que dans ce 5 majeur, il n'y a personne qui soit capable d'être titulaire dans un match de play-off. Enfin, je veux dire, Terry Rozier a montré en play-off. Un Rozier ou un Graham. Voilà, mais dans une équipe qui va vraiment loin, on est d'accord que ce sont tous des joueurs de banc. Ah, clairement. Et même, il y a des mecs, c'est même pas des joueurs du roster, hein, clairement. Et il y en a, c'est un peu compliqué. Donc à partir de là, comme tu l'as dit, le niveau de talent dont Borrego a bénéficié, c'est tendu. C'est tendu, et c'est tendu en plus, genre tu vois, on l'a dit, ça se bat, ça hustle et tout, mais quand même très limité offensivement, même si PJ Washington nous a montré qu'il était capable de rentrer des 3. Après, ça ne peut pas suffire. Miles Bridges, j'aime beaucoup, mais c'est quoi ses qualités offensives à Miles Bridges concrètement ? Ça s'est développé sur la Summer League, mais on l'a pas trop vu dans la continuité de la. Ouais, ça va prendre du temps avec lui, je pense. Non, mais ça travaille, mais on voit bien que il a pas un talent naturel, un talent inné, clairement pas. Après, il va travailler, c'est un putain de bosseur. C'est un athlète absolument incroyable. En transition, c'est super. Il se bat bien en défense. Hein. Attention, rien à dire là-dessus. Offensivement, Miles Bridges, c'est pas un titulaire NBA pour moi. Hein. Désolé. Hein. Non, c'est sûr. Pas pour moi. Hein. Oui, bien sûr. Et je parle même pas d'aller en playoff. Là, je parle juste d'être titulaire en NBA. C'est ça. En talent pur, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est compliqué. Bon, Marvin Williams, ils l'ont cuté. Cody Zeller, non, c'est pas un poste 5 titulaire en NBA. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, pareil. Mais donc voilà, tout ça limite Borrego. Voilà. Bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Et quelque part, quand tu regardes la sélection de PJ Washington, bon, le talent est intéressant, mais sur la fiche du joueur, c'était avant tout le côté bosseur. Ça se voit qu'il a la dalle, qu'il travaille dur, qu'il va essayer d'exploser son plafond à force de persévérance et de travail au quotidien. C'est peut-être aussi, et c'est à suivre, le type de joueur sur lequel Mitch Kupchak va vouloir mettre le viseur sur les prochaines drafts. Miles Bridges, c'est sa première draft avec les Hornets, Mitch Kupchak. PJ Washington, c'est son autre gros choix. Peut-être que aussi, il va se dire, bon, on verra pour le talent si certains arrivent de sortir du lot, mais en tout cas, je veux des mecs qui se ramènent tous les jours à la salle pour bosser. Tout à fait. Ça, au moins, là-dessus... C'est ce qui fait qu'il se battait les Hornets tout au long de la saison. Exactement. Il a des joueurs qui lui font du vrai bon travail. Mais voilà, moi je pense qu'à un moment donné, tu vois, depuis le début des reviews, comme on commence par le bas, donc on est sur des équipes pas très fortes, qu'on fait des saisons, même si elle n'est pas finie, mais des 60-65 matchs pas terribles. Je trouve que on a beaucoup critiqué pas mal régulièrement les coachs. Je trouve que Borrego, on peut se poser la question quand même, est-ce qu'il avait vraiment les moyens de faire mieux que ça ? Je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'il a essoré l'éponge au max. Pour moi, il a exploité à donf. Malgré le fait qu'il y ait des résultats moyens, mais Borrego, vraiment... il a battu les attentes. Ouais, avec bien sûr. Un effectif qui, lui, n'a pas battu les attentes. Quoi. Bien sûr. Genre, en termes de talent... Tout à fait. Et la saison des Hornets au global est, comme on l'a dit, niveau hype, au-dessus en termes de ce qui a été proposé, en termes de rythme de jeu, d'excitation, etc. C'est au-dessus de 23 victoires pour 42 défaites. Je pense qu'il y a des fans. Ouais. Tu leur demandes en octobre dernier s'ils avaient pu avoir une saison comme ça, ils auraient signé, mais direct. Parce que même si dans les résultats, c'est pas top, au moins, tu as pu t'ambiancer.
Et surtout, en année 2, c'est-à-dire que l'année dernière, on l'a vu arriver, il y a eu beaucoup de critiques. C'était la dernière année de Kemba Walker, on ne savait pas comment ça allait se passer, ça a été compliqué. Et maintenant que ça y est, il n'y a plus cette espèce de poids de la dernière saison, du meilleur scoreur all-time quand même des Hornets, ce qui s'est passé avec Tony Parker, etc. Là, ça se sent que c'est un jeune coach qui aime bien être avec des jeunes joueurs. Et donc, il y a des perspectives hyper intéressantes. Ouais. Moi, je suis Mitch Kupchak. Je continue à faire mon nettoyage. J'essaye vraiment je sais pas par quel miracle, mais de me débrouiller pour faire péter un mec de talent au poste 3, 4 ou 5. C'est ça, mais le coaching si possible, staff, on ne touche pas. Si possible, 5. Ça serait génial. Ouais. Mais je fais confiance à Borrego encore au moins une saison full, voire plus. Je suis d'accord. J'ai envie de voir ce que ça donne. Pareil, on peut sur ce point tactico-technique résumer ainsi. En effet, on garde Borrego. C'est une belle première, en tout cas vraie saison de reconstruction depuis le départ de Kemba Walker. À suivre dans les mois à venir. Mais en tout cas, il y a une base avec un backcourt hyper excitant et des jeunes qui vont se développer. Ouais. Nous, Alex, on va devoir se pencher sur une grosse question. Allez, on y va. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, c'est la question de la mort. Pour chaque franchise, quand on fait la review, on se pose une grosse question de la mort. Et sur ces Hornets, on vient de mentionner monsieur Mitch Kupchak, qui est donc à la tête de cette reconstruction depuis bientôt 2 ans. Quelles sont les étapes à venir pour rendre les Hornets respectables à nouveau et playoffables? On va faire un petit peu la liste des missions à gérer. Par contre, il a déjà commencé le nettoyage financier, on le sait. Ça, c'est très reconstruction, bien. Quand tu arrives dans une équipe comme ça où il y a pas mal de contrats bien boulets, on a vu Sean Marks le faire honnête, on a vu Travis Schlenk chez toi, Léo, c'est Travis Schlenk, t'as fait. On a vu aussi, qui c'est que je pourrais prendre en exemple comme ça, qui a fait de l'assez bon travail sur le nettoyage. Nettoyage financier ? Ouais. Ah bah, pouf, paf. Bon, c'est déjà 2 bons exemples. Hein. Les Hawks et les Nets, c'est des bons exemples. Aux Suns, au final, James Jones a réussi à nettoyer un petit peu aussi quelques petits trucs un peu pourraves, même si ça prend du temps. En tout cas, on le sait, quand tu reprends une équipe comme ça et que tu veux reconstruire, tu dois commencer par, vu que la NBA tout va très très vite, tu dois commencer par travailler pour à un moment donné avoir sur 1 ou 2 ou 3 saisons de suite de la flexibilité. C'est ça. Là, les Hornets vont y arriver. Puisque, comme on l'a dit dans la rubrique financière, le seul truc vraiment relou, c'est la player option de Nico Batum sur la saison prochaine. Mais dès la saison d'après, c'est fini tout ça. Et même la saison prochaine, avec la player option de Nico Batum, tu recommences quand même, tu es dans une dynamique où tu as du cap. Parce que, exactement. Je sais pas, même avec la player option de Batum, je crois qu'ils sont 80 et quelques millions. Oui. Ils ont au moins 20 ou 25 patates sous le cap. Hein. Bah, tout à fait, t'as Bismack qui se barre. Donc, il est clair qu'en tout cas, dans ces étapes à valider, le nettoyage financier, on le continue. Donc, ça, c'est la première chose, c'est très bien. Pour rendre aussi le jeu excitant. Et si tu as de la finance, bah, te positionner sur de futurs marchés d'agents libres et dire, bah, viens, on a tout ce qu'il faut. On a besoin d'un poste 5 à talent. Viens signer chez nous, Jean-Michel. Tout à fait. Je pense que ça sera intéressant de voir pour les Hornets. On l'a mentionné, monsieur James Borrego, on garde. Donc ça là-dessus, sur la to-do list de Mitch Kupchak, on ne touche pas. Maintenant vient la question du talent pur. Comment faire ? Il faut du talent. Parce que il faut, exactement, il te faut du talent, il te faut des gars qui soient vraiment bons, parce que il va pouvoir y avoir une maximisation du talent des jeunes joueurs par Borrego et par son staff, ça se sent, mais il faut que tu te démerdes pour avoir des gars là. Il te faut. Ouais, parce que tu vois les équipes dont on a parlé précédemment là, que moi j'ai trouvé beaucoup plus dégueulasses que les Hornets cette saison, genre les Bulls, les Knicks, qui c'est qu'on a fait avant? Les Wolves. Même les Wolves, tu vois, bah, ils ont plus de talent. Hein. Bien sûr, bah, les Wolves, c'est un exemple... Talent pur. Bien sûr, bah, les Wolves, c'est un exemple... Et même les Bulls, hein. Oui, tout à fait. Quand tu regardes par exemple les Wolves, parce que l'exemple me vient en tête, je pense que le jackpot, entre guillemets, qui est fait par Minnesota et sur lesquels les Hornets, à mon avis, doivent rêver tous les soirs, c'est un cas Malik Beasley. C'est-à-dire que tu es dans un transfert, tu te dis, bon, je suis pas sûr de ce que je vais pouvoir récupérer. Tu grattes un jeune. Mais tu grattes, ouais, et bam, tu tombes sur un Malik Beasley qui, contre pas mal d'attentes, tourne à 20 points de moyenne et 40% à 3 points. Et tu te dis, ok, enfin une petite perle.
Ce qui s'est passé avec les Nets, avec D'Angelo Russell notamment. Parce que là, moi... Ouais, les Nets, D'Angelo Russell, ils l'ont récupéré en... C'était Brook Lopez. En récupérant le contrat soi-disant pourri de Brook Lopez, en filant Mozgov, mais comme ils ont accepté de faire la poubelle un peu des Lakers, bah bim, ils ont pris un petit D'Angelo Russell avec, quoi. Et du coup, elle est belle, celle-là. Bah ouais, clairement, parce que l'été suivant, tu te ramènes et tu fais, bon bah oui, on va signer KD, puis on vous envoie D'Angelo au calme. Il est sûr que Kupchak va chercher à faire ce genre de coup. Ensuite, ils vont chercher avec Borrego à regarder genre sur qui tu mises au sein des mecs que tu as dans le noyau actuel. Je pense que vraiment Rozier, Devonte Graham, sauf coup de Trafalgar, sont destinés à être dans la rotation, genre dans les 3 qui tournent sur les postes d'arrière. Il y aura Rozier et Devonte Graham dans les 2 prochaines saisons. Bien sûr. Non, je pense. Oui, tout à fait. La question est aussi de savoir quel est le plafond de ces joueurs. Alors ça, évidemment. Et c'est notamment un des gros axes de cette question de la mort, c'est que là, on le voit, il y a un bout de talent chez un PJ Washington, chez un Miles Bridges, chez Terry Rozier et chez Devonte Graham. Il y en a d'autres aussi, mais ça commence par eux. Si je suis Mitch Kupchak, t'es James Borrego, vous pouvez faire ce jeu aussi, ceux qui regardent cette vidéo. On est posé là dans le bureau au mois de juillet et on se dit, bon, il faut qu'on mette quelque part l'accent sur quelqu'un. Il faut qu'on essaye de pusher au maximum parce que lui, on le sent que si vraiment on met toutes les dispositions afin qu'il touche son plafond, c'est jackpot. On met ça sur PJ Washington ? Oui. Parmi les rookies, oui. Parce que je pense que Rozier et Graham, ils ont trouvé un espèce de rythme. Graham, ça va plutôt être une question de lui mettre le bon contrat. Rozier, tu l'as signé. Je pense que Rozier, Graham, ils ont trouvé un espèce de rythme. Ils sont en train de progresser naturellement. Je pense que PJ Washington, il faut lui trouver un 3 ou un 5, ou les deux, plus talentueux pour mettre autour, afin qu'il puisse s'exprimer vraiment parfaitement dans ce qu'il sait faire de mieux. Je sais pas si je suis clair. Si. Et je pense que oui, PJ Washington, sur ce qu'il montre sur sa saison de rookie, n'oublions pas de le rappeler, il est que rookie, même s'il est un petit peu plus vieux que pas mal de rookies, je pense que tu peux essayer au moins de te dire, genre, ok, PJ Washington, il est pas cher, il est rookie, on l'a eu autour de la place 10, c'est un role player tout à fait capable dans une équipe qui va en playoff. On peut se dire c'est déjà pas mal d'avoir bien ça aux Hornets. Bien sûr, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça finalement dans leur effectif. Et comme leur objectif, comme l'objectif de toute équipe, c'est au final de travailler pour être durablement playoffable, tu as besoin d'avoir dans ton équipe ces fameux role-players où les mecs connaissent leur taf. Moi, je pense que PJ Washington, c'est un mec qui va avoir une carrière en NBA où on sera là dans 5 ans, 6 ans, 8 ans. Bon, la saison de PJ Washington, il connaît son taf, il s'est battu, il a rentré ses droits. Bien sûr. Enfin, tu vois, genre voilà quoi. Tout à fait. C'est l'impression justement, la question que j'allais poser en ce sens pour prolonger encore plus loin le jeu, ça va peut-être en faire criser certains, mais je vais quand même balancer le pavé dans la mare. PJ Washington, il existe un radiant, selon moi, où il y a Marcus Morris d'un côté et Chris Bosh de l'autre. Ouf. Chris Bosh. Tu peux trouver meilleure comparaison. J'essaie juste de trouver, tu vois, il y a un radiant où pour moi, son plancher, ça peut être Marcus Morris. Je pense que là-dessus, on peut être assez d'accord. 3-4, qui peut être efficace offensivement, qui va jouer dur, qui va s'ajuster en fonction des tendances de la NBA et qui sera toujours ajustable. Je trouve que c'est son plancher. En tout cas, de ce qu'il montre là en saison rookie. Tu me dis, mais moi, je trouve en tout cas que c'est quelque chose qui est totalement négociable. Quel est le plafond ? Quel est le type de joueur où on va prendre des VHS ? Quand je parle de Chris Bosh et quand ça te fait marrer, je pense que ça en fait criser certains ou marrer certains, c'est quel type de VHS, DVD, Blu-ray, série Netflix, on lui envoie là et on lui fait « Tu me bouffes ce truc-là tout l'été et il faut que tu te rapproches le plus possible de ce type de profil. » Non, mais tout à fait, il faut regarder. Bon, Chris Bosh, je trouve que ça colle pas, mais je sais pas, il est pas si grand que ça. Qui pourrait convenir ? PJ Washington, qu'est-ce que c'est comme profil ? C'est Paul Millsap. Il y a une base il peut, mais il y a une base offensive qui me semble encore plus intéressante que celle de Polo. Il y a une agressivité chez... S'il arrive à devenir au niveau de Polo, je peux te dire que les Hornets, ils vont kiffer de ouf.
Non, mais bien sûr, mais Polo, c'est surtout une défense aussi absolument incroyable. Le bon Polo, dans ses grandes années, en attaque, c'est quand même chiant à jouer. Oui, bien sûr. Ah, mais je suis bien placé, Atlanta. Je l'ai T'es eu d'accord. dans son prime. Mais tout à fait. Plus, mais quand il a commencé à poser la balle au sol et aller chercher des fautes et tout, le Polo, moi, tout à fait. J'étais là, genre, waouh, ok. Mais il était très chiant à jouer, mais tu sais que c'était aussi souvent un All-Star de bilan collectif plus qu'un All-Star intrinsèque. Je vois pas PJ Washington aller tellement plus haut que ça, moi. Ah, quand même. Moi, je vois pas, moi. Mais tu veux que je te dise quoi ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais même si son plancher c'est Marcus Morris et son plafond c'est Markieff Morris, c'est quand même un très très bon role-player à avoir pour les Hornets dans le moyen et le long terme. Bien sûr. Sur le moyen et long terme, c'est ça le truc. Bien sûr, je suis d'accord, mais c'est souvent ce jump entre année 1 et année 2. On a combien de joueurs qui en année rookie sont séduisants et après quand on les attend en année 2, il n'y a pas le cap. Mais tu sais que ça dépend aussi de l'environnement, de quel joueur on va lui mettre autour, de comment ça va jouer et tout. Il y a plein de paramètres. Mais bien sûr, quel type de meneur, etc. Mais tu vois, moi j'ai été bien placé pour voir ça par exemple avec un garçon comme John Collins, qui était un joueur à forte activité, qui avait un bout de potentiel offensif. Bon, l'accent a été mis sur lui notamment en année 2, en ayant un meneur qui était capable de lui filer les ballons. Bon il y a un 20-10. Ça fait du bien, ça le potentiel qui arrive à la main, on est d'accord. Bien sûr. Mais donc après, tu as vu qu'il pouvait shooter à 40% à 3 points, etc. On en a d'autres des exemples comme ça. On est en tout cas d'accord que c'est plutôt PJ Washington que Devonte Graham, Terry Rozier sur qui mettent l'accent en termes de management. Devonte Graham et Terry Rozier ne sont pas des rookies. Même si en fait, quel âge il a Rozier ? 25, apparemment, 24 pour Graham, PJ Washington a 21 ans. Mm-hmm. Clairement, le potentiel, la marge de progression de PJ Washington est supérieure. Par contre, Devonte Graham, Terry Rozier, à l'instant T, t'auras pas mieux la saison prochaine aux Hornets que ce duo-là. Tu n'auras pas les moyens d'aller chercher mieux, d'attirer mieux. Je n'y crois pas. Après, je peux me tromper. Moi, je pense que si tu es Mitch Kupchak, pour moi, tu as ton bac courte pour l'année prochaine déjà. Tu réfléchis, est-ce que c'est toujours Malik Monk, mon espèce de troisième rotation, là, ou est-ce que, tu vois, comment je bricole ce truc-là ? Mais en gros, on en est là pour moi. Et donc, ils sont là, ces deux joueurs-là sont des titulaires, et tu verras un peu, t'espères que, là ils ont mis 18 points chacun cette année, t'espères qu'ils peuvent tourner à peu près 20 tous les deux, ensemble, tu vois. C'est ça, ça peut être pas mal. À 16-17, avec un exactement, et la marge de progression, celui sur lequel t'as envie de miser pour voir, je pense que c'est PJ Washington, C'est clair, en attendant évidemment aussi la plus draft, que Bridges. Bien sûr. Ouais, c'est qui sinon Malik Monk? Non. Malik Monk a toujours eu on parlait de talent intrinsèque. Malik Monk a ce talent en sortie d'université. Je crois que c'était Kentucky. Il est bien en sortie d'université, puis il est bien en sortie de banc en fait. Et en fait, il est bien en sortie de banc. Et peut-être, parce que ça arrive, on a déjà vu ça dans l'histoire de la NBA, qu'il y a 2-3 étoiles qui s'alignent. Il y a 2-3 choses aussi qui se passent dans la tête d'un garçon qui trouve sa place en NBA, son niveau de maturité. Et puis finalement, Malik Monk, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, tu vois, Terry Rozier, il se fait, je ne souhaite évidemment pas ça, mais Terry Rozier, on sait pas pourquoi, mais il se fait cheville ou genou. Oui, non, et t'as Malik Monk qui arrive, et en fait sa saison elle est à 21 points de moyenne, parce qu'il y a des matchs à 41 points, il y a des matchs à 2 points à 4 sur 25 au shoot, parce que c'est Malik Monk, mais tu peux avoir ça aussi. Je pense qu'il faut garder Malik Monk quand même en tête en termes de talent pur. Ouais, et puis surtout, elle peut fonctionner cette rotation à 3. T'as déjà 3 gardes sur 2 postes, quoi. Bien sûr. Moi, vraiment, le truc, c'est vraiment sur le front de courte. T'as PJ Washington, mais en termes de talent à venir, mais ça suffit pas. C'est ça. Il y aura la draft. Il faut que tu taffes. Il y aura la draft. Tu vois, tu parlais des Hawks tout à l'heure. Les Hawks, ils ont fait le nécessaire et ils sont allés gratter un Clint Capella, quoi. Bien sûr. Moi, je veux bien que les Hornets, ils aillent gratter un pivot un peu comme ça, qui arrive, qui est encore avec du potentiel, qui est encore dans un âge à peine dans son prime ou quoi, qui a déjà un peu d'expérience. Enfin, tu vois, je sais pas, genre, on va voir ce qui va se passer autour d'André Drummond. Moi, je suis les Hornets, je surveille de très près, et je me dis que s'il y a une option et que j'ai du cap, je vais faire une grosse offre à André Drummond. Je sais pas si c'est la meilleure idée du siècle, c'est juste pour donner un exemple. Tu veux mettre une grosse offre sur Drummond ? Grosse, c'est grosse, ça veut tout et rien dire. Hein. Grosse, est-ce que 70 sur 3, c'est gros ?
Non, c'est sûr, ça peut être pas mal et ça serait dans la suite logique de ce que Mitch Kupchak a fait en termes de distribution de salaire correct. Parce que André Drummond, on peut lui trouver tous les défauts de la terre, mais enfin, il a des Cody Zeller et des Miss Million Beau dans chaque doigt, là, pour le coup. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Et puis les écrans, c'est plus les mêmes pour Devonte Graham qui est seul à 3 points. Je suis d'accord. Putain, la menace, c'est plus la même, quoi. La menace n'est plus la même. Et donc là, j'ai pris un exemple parce que c'est celui qui me venait en tête, parce que je pense qu'il peut être libre dans les années à venir. Mais je sais pas, il va y avoir des coups à faire, genre DeMarcus Cousins, il va revenir de blessure un jour. Est-ce qu'il va devoir signer dans une équipe où il va devoir avoir du temps de jeu pour montrer qu'il peut encore jouer au basket ? Est-ce que tu t'intéresses à ce genre de mec ? Non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, il y a un vrai truc à travailler au poste 5. Le front de courte, c'est pas assez, pour améliorer ton front de courte et justement mettre ton rookie PJ Washington dans des conditions meilleures que celles de cette année, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. Donc la priorité, on l'a bien vu avec Mitch Kupchak, c'est de continuer le travail qui a été fait et être en recherche de talent. Comme je l'ai dit, il y a la draft, si elle va avoir lieu, qui sera aussi une possibilité pour Charlotte de montrer qu'ils ont encore le nez fin, puisqu'il y a quand même... ils sont partis pour être en loterie encore, c'est ça. Pick 10, 12, ouais, c'est ça à peu près, à peu près, même à l'intérieur du pick 10, du top 10, donc à surveiller en tout cas de très près. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, comment évaluer le projet, les fans des Hornets là en France, comment évaluer le projet et la suite sous Kupchak. Nous on va devoir se pencher sur le trophée du peuple. Allez, The Golden, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Yeah. Hop, je vais mettre le bon écran pour pouvoir voir ce que je fais. Regarde-moi ça. Vas-y. Hop. Oula. Oh, GG spatule. Hop, et voilà, hop bon, là. Et ça, on est bon, magnifique. C'est l'heure du Gérard d'or. Vous le connaissez, c'est le trophée du peuple. C'est simple, avec ce qu'on a vu cette saison et ce qu'on veut voir sur les mois à venir. Il y a un homme qu'on va garder dans notre cœur, qu'on aura dans le viseur. Alex, qui est ton Gérard d'or du côté des Hornets? Terry Rozier. Scary Terry. Ouais, Terry Rozier. On en a parlé un petit peu déjà pendant cette review, évidemment. Notamment du fait qu'il a signé un assez gros contrat. Il était du coup dans ce qui s'est transformé, si je dis pas de bêtises, en sign and trade de Kemba Walker. Tout à fait. On lui a filé 57 sur 3. C'est ça, un peu moins de 20 millions. Côté Hornets, ouais, un peu moins de 20 millions la saison. Je l'avais mis, moi, en début de saison dans mes candidats. Peut-être même j'en avais fait mon favori pour le MIP. Il y a d'autres clients de ouf, et en plus il a un client dans son équipe. Ouais. Mais mine de rien, Terry Rozier, ça passe de 9 à 18 points. Mm-hmm. Ça passe de 23 à 34 minutes. Donc t'as un tiers de minutes en plus. Enfin, tu augmentes de 50% tes minutes, mais tu augmentes de 100% ton scoring. Pas mal. C'est top, bien sûr. Il est un peu augmenté. Il a augmenté quasiment toutes ses stats. Il shoot de manière tout à fait correcte, notamment de loin. Et je trouve en plus, comme tu l'as souligné tout à l'heure, que effectivement tu as eu raison de souligner cet aspect de Terry Rozier, c'est que il a ce côté un peu dur au mal, où il a été habitué à la concurrence parce qu'il a joué à Boston. Il n'était pas titulaire, il a tout le temps eu des gros joueurs. Kyrie, il avait eu Isaiah Thomas complètement en feu avant et tout, enfin tu vois, genre c'est compliqué. Et ben là, il débarque pour être le titulaire. Il y a un mec qui sort du banc qui est complètement en feu, notamment en entame de saison. Et ben ça n'a pas empêché Terry Rozier en fait de produire une bonne saison. Claire. Et je pense que dans le fonctionnement, le mécanisme et de la future, les envies de progression des Hornets, je pense que c'est très important d'avoir ce mec qui est capable, à côté de Devonte Graham, de pas se désunir et de très souvent mettre sa production en fait rebond, passe, scoring évidemment. Je trouve qu'il faut, c'est un bon Gérard, c'est un bon Factor X. Je veux dire, un Devonte Graham aussi en fait, parce qu'ils sont pas d'une, ça manque de régularité les deux. Devonte Graham, on va dire, va être un peu plus passeur. Oui. C'est un peu plus lui le meneur en fait. C'est un peu plus Devonte Graham, et puis Terry Rozier est malgré lui obligé de se transformer en espèce de combo qui joue deux. C'est un slashing guard, ouais, clairement. Voilà. Mais du coup, par contre, vers le cercle et tout, j'aime bien ce que propose Terry Rozier. J'aime bien ses choix de tir. Je préfère les choix de tir de Terry Rozier à ceux de Devonte Graham, mais de très très loin en fait. Vraiment. Devonte Graham, ses choix de tir absolument affreux ont été pas mal cachés par sa réussite assolante à certains moments de la saison.
Mais c'est assez affreux en termes de choix de tir, Devonte Graham. Affreux. Affreux, enfin, pas terrible, quoi. Tu vois, genre, vraiment pas ouf. Après, il a eu tellement de réussite, et puis il a eu tellement de gros matchs et tout, absolument incroyable. Il était sur des bases historiques. Hein. Et c'est ça, exactement. Donc rien à dire, je m'incline. Mais quand tu regardes le jeu, tu fais, oh, c'est quoi ce tir? Après, tu fais, oh là là, mais c'est quoi ce tir? Tu vois, genre, puis après, enfin, tu vois, genre, des fois, c'est chelou. Donc là-dessus, non, Terry Rozier, c'est mon Gérard, parce que je pense que sa réussite et celle de Devonte Graham sont très liées. Faut qu'ils trouvent à cohabiter ensemble, et je trouve que Devonte Graham a pris le spot qu'il a pris, et Terry Rozier s'est très bien adapté à côté. Voilà, très bien. Mon Gérard. Eh bien, monsieur Terry Rozier, Gérard Dor, ce sera à surveiller. C'est vrai qu'il y a pas mal de Gérard dans cette équipe en toute discrétion. C'est vrai qu'il y a de la Gérarderie. Il y a de la Gérarderie chez les Hornets, c'est ce qui fait qu'ils sont dans notre cœur. Eh bien, justement, mon Gérard Dor, ce sera monsieur Malik Monk. Et qui est le nouveau maire de Paris. Hein. Gérard en puissance, lui. Le nouveau maire de Paris, désolé pour les municipales, c'est Malik Monk, le nouveau meilleur, qu'on a vu donc à Paname pour foutre le feu un peu à la Hotel Arena. Bon, sur l'ensemble de la saison. Pendant la pré-saison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde la pré-saison, mais je m'étais notamment penché sur la pré-saison des Hornets, il y avait un Malik Monk qui avait bien travaillé pendant l'été et qui avait montré que les œillères commençaient à s'enlever un petit peu et qu'il y avait de la distribution. C'est-à-dire qu'une fois que les shoots commençaient à rentrer, Malik commençait à comprendre que les défenseurs faisaient de plus en plus attention à lui et que donc il y avait des coéquipiers qui étaient disponibles. Et donc on a commencé à avoir des matchs de Malik Monk en sortie de banc où ça distribue du caviar, ça prend feu, ça sauve les Hornets quand il y a ce niveau de talent qui est pas bon. Ouais, très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, Malik Monk a cette base de talent offensif qui, selon moi, même dès qu'il sort du lit, peut exploser le reste de son effectif. Il peut mettre... Malik Monk, il y a du Jamal Crawford. Il peut mettre 50 points dans un match, je ne serais même pas étonné. Non, il y a totalement plus, ça dans son ADN. Maintenant, dans son ADN, il y a aussi des substances. Et monsieur Malik Monk, il a été aussi suspendu. Et donc, si c'est mon Gérard, c'est qu'il l'est déjà par définition, mais surtout, il va falloir prendre une vraie décision, là, la saison prochaine. On va être en année 4, on est à un top 10 pick de draft, si je dis pas de bêtises, Malik Monk, lors de sa sélection. Et 10 donc, ou 11, ouais. Ouais, voilà, ça doit être ça, je dois l'avoir sous les yeux. Malik Monk, il était 11e. Il était 11e tout à fait de la draft 2017. On va rentrer en année 4. Malik Monk, c'est quoi? C'est la Chine ou c'est la NBA et au niveau supérieur? Est-ce que, vu que les pourcentages sont un tout petit peu en hausse, en tout cas au shoot général, hein, parce qu'à 3 points c'est toujours aussi streaky, est-ce qu'on va avoir cet incroyable talent, selon moi, qui va enfin trouver sa place en NBA et échanger les bangs contre des sessions de shoot à la salle? C'est toute la putain de question. Moi, je reste sur le bateau Malik Monk et je sais que c'est terrible, mais je veux voir si le projet va enfin se réaliser ou pas. Peut-être que c'est du wishful thinking et qu'au final, on va se foutre un doigt dans l'œil parce qu'il aura 60 matchs de suspension. J'avoue que Malik Monk, c'est vraiment mon Gérard la saison prochaine. Et puis quand il rentre en jeu, j'adore, ça met une énergie folle. Il a quelque chose. Ouais, taper des tomards absolument incroyables. Donc en tout cas, c'est Malik Monk, le Gérard d'or pour Bibi, et Alex, ce sera Scary Terry Rozier. Si vous avez Washington et Graham, évidemment, c'est la base. Nous, Alex, on va devoir finir avec une dernière séquence. Allez, le projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Projostic time. Entre la projection et le pronostic, il y a le projostic. Tout à fait, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant ça, on l'a dit, on allait vous suggérer quelques petites rencontres des Hornets à se mater. Si vous le voulez, on se fait un petit ping-pong. Allez Alex, en speed. Il y avait la triple prolongation, non, pas triple. Non, la prolongation à Indiana. Ah, à Indiana, je sais pas si c'était triple, c'est à Dallas qu'il y avait simple prolongation. Ouais, et à Dallas, simple prolongation. C'est ce match-là que je, comme ça, qui me revient en tête. Je peux vous retrouver la date en même temps que je parle, comme ça. Pour ceux qui ont un petit League Pass gratuit en ce moment, 4 janvier 2020. Victoire des Hornets à Dallas, prolongation en face. Je dis ça, je dis rien. Il y a un petit Doncic à 39 points, 12 rebonds, 10 passes. Hein. Voilà.
Un petit Doncic tranquillou. Moi, j'ai le premier match de la... Ouais, j'ai le tout premier match de la saison face aux Bulls, qui était absolument fou, là, avec PJ Washington en feu, où c'est gagné au buzzer. On avait commencé la saison NBA, on se disait genre, wow, les Hornets sont super kiffants. C'était parti un peu en freestyle contre Chicago. Et puis, même si c'est une défaite, vraiment, j'en ai parlé dans cette vidéo, regardez les 2 matchs des Hornets face aux Bucks, celui, bon, certes à Paris, mais surtout celui le plus récent, où il y a Giannis malheureusement qui est en sortie de déclaration d'Arden et qui s'énerve, mais c'est un match où en fait les Hornets se battent, il est pas très beau, mais par contre qu'est-ce que ça se bat du côté des Hornets, et tu vois les prémices d'un jeu collectif fort sympathique. Après il y en a plein d'autres, mais voilà, moi je prendrai le premier de la saison, n'hésitez pas à aller voir celui contre Dallas ou Indiana comme l'a dit Alex. 24 secondes Alex, est-ce que tu es chaud ? Allez. On va devoir faire la liste des courses pour les Hornets, on a déjà parlé de plein de choses. Attention, 3, 2, 1, Del Curry. Continuer le nettoyage en profondeur, voir s'il n'y a pas un petit débouché pour du Batum ou du Zeller dès la prochaine intersaison pour fourguer leur dernière année de contrat. Ne pas traîner à proposer une prolongation intéressante à Devonte Graham, ça sert à rien de traîner, je pense. Il faut tout de suite aller le voir et dire ok, on compte sur toi, on veut te mettre bien, comme Terry Rozier, on compte sur vous deux. Tu vois, je pense que vraiment verrouiller la paire et ensuite trouver une hiérarchie. Dans le front de court, tu mets qui, comment tu fais, tout ça. Voilà. Magnifique. 34 secondes. On est bon. On est droit dans les clous. Eh bien, écoute, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top chrono. Trop bien Mitch Kupchak depuis 2 ans, c'est vraiment hyper intéressant. Content aussi que pour Borrego, on ait un peu rangé les calaches après une première année compliquée. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas comme base d'identité de jeu. Il y a des équipes qu'on a déjà taclées, elles ont du talent mais pas d'identité. Eux, ils n'ont pas de talent mais ils ont un début d'identité. Donc à suivre, il faut essayer de faire jackpot, que ce soit à la draft ou dans un transfert. Moi perso, j'y crois. J'ai très hâte de regarder les Hornets sur les prochains mois. Cool. Voilà monsieur. Voilà, dites-nous ce que vous pensez des Hornets, dans tous les cas, sur cette saison précédente, sur la saison à venir, leur passage à Paris. Est-ce qu'on va les revoir du côté de la capitale ou pas ? Nous, on vous fait plein de bisous. Alex, on se retrouve demain ? On se retrouve demain avec une équipe de sorciers. Magnifique, voilà. Si vous avez gros indices. Si vous avez du mal avec les indices, alors là... De toute façon, on monte le classement. Je veux dire, les gens, ils peuvent aussi aller, tu vois, genre, regarder. Si vous avez toujours pas compris, c'est votre problème. Allez vous laver les mains. On vous fait plein de bisous, Alex, on se check. À demain. Ciao. Ciao.